Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir monsieur Lahire. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition de Point de bascule. C'est l'édition du mercredi 6 juin 2018. Et Jean-Claude, sans plus tarder, on va se lancer parce qu'on a du gros stock. Oui, du gros stock. Il y a eu deux nouvelles qui sont parues cette semaine, puis deux nouvelles qui illustrent une situation grave et que vous avez évoquée, qui se trouve à être, qui porte sur l'intégrité de l'État. Vous l'avez mentionné à quelques reprises, à l'effet que l'enjeu de cette élection-là, c'était rétablir l'intégrité de l'État. Ouais. Depuis 2003 que les libéraux sont là. Ils sont incrustés partout, et voilà. Et donc, on a deux nouvelles qui ont sorti cette semaine, puis qui ramènent ça dans l'actualité très fortement. Et la première nouvelle, c'est qu'on a appris que Hydro-Québec, finalement, allait payer pour des contrats à long terme au privé 10 milliards en pure perte. OK? 10 milliards. C'est pas... OK? On parle d'ici 2000... Oui. D'ici à quand? 2026, ils vont avoir accumulé 10 milliards là, payés en trop. En trop. Okay? Sur des engagements de 40 milliards de contrats signés, garantis, bétonnés avec le privé à des prix gonflés pour de l'électricité qu'ils n'avaient pas besoin. Et ça, c'était toutes des commandes politiques. Écoute, et donc, c'est le premier dossier. Là. OK. Toi et moi, là, ça fait quand même un bout de temps qu'on parle de ça. C'est pas ça qu'on va en parler, là. OK. On va revenir là-dessus. Et ça revient. C'est récurrent, c'est un thème récurrent, pas parce que nous, on veut vous en parler, bien sûr qu'on veut vous en parler, mais c'est récurrent parce qu'il y a des éléments d'information qui émergent de temps à autre, et c'est le cas cette semaine. C'est ça, et personne n'a réagi à ça pour interroger comment ça se fait que, hey, 10 milliards saignés, Hydro-Québec de 10 milliards, ça c'est le parti de l'économie, personne ne réagit. Deuxième sujet, on a une autre nouvelle qui nous rappelle le problème d'intégrité de l'État, c'est le dossier de la fameuse Société immobilière du Québec. Et là, on apprend quoi? Bien, ça encore, c'est quelque chose qu'on discute depuis longtemps. Mais là, on apprend qu'il y a des, des arrestations auxquelles l'UPAC devait procéder. Et malheureusement, encore une au mois de mai, là, tout récemment. Malheureusement, à la dernière minute, les autorisations n'ont pas été données par la Direction des poursuites criminelles et pénales. Puis ce dossier-là, il est sorti il y a 2 jours sur Québécois Média, bureau d'enquête, parce que là, il y a on est sûr que les sources vraiment viennent de l'intérieur de l'UPAC. Là, ça devient évident. Là. Non, ça, c'est clair, net et précis. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 2 clans à l'UPAC. Il faut bien comprendre ça, puis ça fait longtemps que ça dure. Ouais. Et puis que là, avant ça, il coulait soit à la presse, soit à Radio-Canada. Puis là, ils ont compris que l'histoire n'aurait pas de jambes là-bas. Ouais. Bien, pas pour... Hein? Oui. Pour des raisons qu'on comprend parfaitement. Là, ils sont trop près du régime. Mais c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que les policiers eux-mêmes sont en train de comprendre que la seule façon d'assurer l'intégrité de l'État, c'est par la promotion de l'indépendance et de la souveraineté. Bien, ça, c'est extraordinaire. L'affaire, c'est que, comment dire, il faut comprendre que depuis très longtemps, ils ont renoncé. On va revenir tantôt sur l'Hydro-Québec, mais sur la SIC, puis ce dossier-là qui est paru, OK? Ils ont compris depuis un bon moment que, disons que, ils désespèrent, certains d'entre eux qui veulent vraiment remplir leur mission, là, ils désespèrent de voir les dossiers aboutir. Soit au niveau de l'UPAC, la direction pose un problème, et ça a été dénoncé depuis très longtemps, soit au directeur des poursuites criminelles et pénales, encore là, problème qui a été dénoncé depuis très longtemps. OK? Alors donc, M. Lahire, ça serait bon de revenir là-dessus. 2011, vous avez les deux situations qui sont dénoncées, parce qu'il faut bien comprendre là, que nous, on n'est pas en train de faire de la théorie du complot.
On prend juste des informations qui sont validées par des médias, par des journalistes de profession, et puis à partir de ces informations-là, on peut tirer certaines conclusions, surtout ceux qui nous sautent au visage. Alors, en ce qui concerne d'abord la direction des poursuites criminelles et pénales, figurez-vous que... 2011. Hein? Ça remonte à 2011. Oui, c'est ça. La première instance, là, c'est 22 février 2011, un article de Geneviève Lajoie sur le site Canoë, Journal de Québec. Les procureurs réclament le départ de Louis Dionne. Alors, il faut rappeler que Louis Dionne... en 2011, là. Maître Louis Dionne est un avocat qui a connu une progression de carrière assez surprenante, merci. Il était bien branché. Il était bien branché. Et en fait, il faut souligner qu'au départ, ce gars-là, c'est un agent... au départ, c'était un agent de la GRC. Ensuite, il a fait l'école de police à Quantico aux États-Unis. Ensuite, il est dans l'armée canadienne. Il est colonel du régiment des voltigeurs. Puis pendant tout ce temps-là, il travaille pour la Sûreté du Québec. Il travaille pour le ministère de la Justice. Il travaille pour... Puis à un moment donné, il devient procureur... en chef de directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, il est le directeur en 2011. Voilà. Mais ce gars-là, là, il a des attaches partisanes. C'est en fait, est-ce que c'est partisan ou est-ce que c'est fédéraliste? Difficile à dire. Chose certaine, c'est qu'il y a des attaches réelles qui l'empêchent de faire son travail correctement. Bien, c'est ce dont on se plaint dans voilà. ces publics. Là. Alors, voici ce que disait Geneviève Lajoie, en journaliste, comme je le disais, au Journal de Québec, Journal de Montréal, bureau d'enquête aujourd'hui de Québécois. L'article, c'est « Les procureurs réclament le départ de Louis Dionne ». Le président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, Christian Leblanc, selon lui, l'indépendance entre le gouvernement et le directeur des poursuites criminelles et pénales n'est pas réelle. C'est ça qui est intéressant, parce que lui, les autres sont dans la boîte, c'est des procureurs, c'est des professionnels, ils voient l'action de l'intérieur, puis ils disent, le bonhomme, il n'est pas fiable, c'est ça qu'ils disent. Christian Leblanc, il se trouve que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, toi et moi. Hein? Ouais. Le protecteur du citoyen, le directeur général de l'élection, le vérificateur général relèvent tous de l'Assemblée nationale, a incité M. Blanc. Comment se fait-il que le DPCP se rapporte, lui, au gouvernement, s'interroge-t-il. La question est d'autant plus importante dans la mesure où Louis Dionne relève directement du Conseil exécutif. Le ministère du premier ministre, a-t-il continué. Donc, il est directement en lien d'autorité avec le premier ministre. C'est assez incroyable. Hein? Ça, c'est... Oui, parce qu'il relève du premier ministre carrément. Il n'y a pas de division entre et c'est la même chose l'exécutif et le judiciaire. C'est la même chose pour le commissaire de l'UPAC? Ben oui. OK. Alors, la leader parlementaire adéquiste, on se rappellera que l'ADQ, c'est le parti dont la CAQ est issue, Sylvie Roy, réclame quant à elle la démission pure et simple de Louis Dionne. Comme les procureurs, elle estime que c'est à l'Assemblée nationale que revient la responsabilité de nommer le DPCP, qui ne devrait pas relever directement du gouvernement. Fait que ça, on est en 2011, il y a des grosses pressions pour avoir une enquête publique. C'est ça. Puis lui... Et puis, alors, imagine-toi, 22 février, écoute, presque 10 mois plus tard, 18 novembre 2011, on apprend... Là, on parle de la Sûreté du Québec. Non. On apprend que... La frustration est grande au sein de l'UPAC. Là, ça, c'est Fabrice de Pierrebourg et André Noël, qui deviendra par la suite un enquêteur de la commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Ouais. Alors, à ce moment-là, il est chroniqueur aux affaires policières et judiciaires à la presse. Puis là, on apprend que... Et la frustration est grande au sein de l'UPAC. Une division de l'UPAC, le bureau des procureurs consacré à la lutte contre la corruption, relevait jusqu'à hier de maître Louis Dionne, directeur des poursuites criminelles et pénales et lui-même ancien cadre de la SQ. Pas rien. Ah non, c'est tout un petit noyau, là. Alors, imagine-toi, il a été nommé hier juge à la Cour du Québec. Là, ils sortent de là. Nos sources ont toutes signalé la prépondérance de la filière verte de la SQ, dont l'indépendance par rapport au pouvoir est souvent remise en question. Bon. Alors, lui, il s'en va. Et puis là, on a la Sûreté du Québec. Et ça, on est en septembre. Encore en 2011. En septembre, j'aurais dû mentionner celui-ci avant. OK, la presse, toujours, Fabrice de Pierrebourg et André Noël. Des policiers de la SQ veulent une enquête publique. Écoutez, écoute bien ce qu'ils écrivent, là.
Puis ça, c'est septembre 2011. Ulcérés par l'ingérence du gouvernement, à qui ils reprochent d'orienter leurs enquêtes sur la corruption et la collusion, des policiers de la Sûreté du Québec réclament une enquête publique dans une lettre en tête de leur organisation adressée à la presse. Ils réfutent l'argument de Jean Charest qui répète qu'il faut se fier aux enquêtes de police. Imagine-toi. Surtout si Lafrenière est en charge. Ouais. L'auteur accuse sans détour le gouvernement d'ingérence. La Sûreté du Québec est une excellente organisation policière. Cependant, j'ai le regret de vous apprendre qu'il n'y aura aucun membre du gouvernement actuel qui sera accusé par la SQ ou l'UPAC. Pourquoi? Dans notre système actuel, dit-il, il n'y a aucune indépendance entre le pouvoir policier et le pouvoir politique, et c'est ce dernier qui dicte ses ordres au DG et au DGA de la Sûreté, directeur général et aux directeurs généraux adjoints. Qui sont? De la Sûreté. Oui. À l'époque, c'est... Prud'homme, Lafrenière. Prud'homme et Lafrenière. Qui sont mis en cause directement, là, comme étant les gardiens du régime. Là. C'est ça. Nos enquêtes sont orientées sur des cibles précises et nos enquêteurs doivent constamment tenir informés leurs supérieurs de leur évolution. Aucun membre du gouvernement ne sera enquêté sans que M. Martin Prud'homme, sous-ministre à la Sécurité publique, ou M. Robert Lafrenière, commissaire de l'UPAC, en soit informé. La lettre non signée est écrite sur le papier officiel de la Sûreté du Québec. Sur l'enveloppe est imprimée l'adresse du quartier général rue Partenay à Montréal. La presse a pu faire vérifier son authenticité. Bon. Écoute, c'est pas rien, là. OK. Les autres, puis Prud'homme va devenir, avec Couillard, va le nommer directeur de la Sûreté du Québec en remplacement de la prise. On va y revenir, parce que là, on est sur Charest. Mais là, vous voyez l'origine du conflit à l'interne de la Sûreté du Québec et de l'UPAC. Hein? Ouais. Il y en a qui veulent juste remplir leur mission, puis il y en a d'autres qui semblent, en tout cas, qui posent un problème sérieux de crédibilité. Alors, ce qui sort dans les journaux aujourd'hui et puis hier, c'est évidemment encore une fuite. Et c'est évidemment une fuite qui provient de l'intérieur, à cause simplement de la nature de l'information. C'est évident. On le voit. C'est ça. C'est ça qui nourrit. Et on comprend que il y a encore deux clans à l'intérieur de l'UPAC. Un qui est décidé à faire son travail correctement et l'autre qui est décidé à étouffer l'affaire d'une façon ou d'une autre. C'est ça. On se rappelle que Robert Lafrenière a été nommé à l'UPAC quand il y avait la grosse pression puis que justement Charest disait « Oh, la police va s'en occuper, moi, vous faire une super escouade. » Super escouade, il y avait... Au moment où Jean Charest fait ça, il faut rappeler qu'il a comme ministre de la Sécurité publique Maître Jacques Dupuis. Très important. Lui, il connaît, il a travaillé comme procureur pendant plusieurs années. Il a travaillé avec Louis Dionne, avec Lafrenière, avec Prud'homme. C'est ça. Il les connaît. Ils sont même copains comme cochons. C'est ça. Ben oui, parce qu'ils ont dit que quand Prud'homme a été nommé à la Sûreté du Québec, c'était un choix safe. Ouais. Selon les sources. OK? Bon. Alors donc, mais Robert Lafrenière, 2011-2012, il y avait le rapport du Chéneau qui s'en venait, puis il y avait du Chéneau qui était là. Chéneau, rappelons que c'est lui qui dirigeait l'escouade Marteau avant que soit formé l'UPAC. Oui. Puis là, quand que Lafrenière est arrivé diriger l'UPAC, tout de suite, le conflit, l'autre, il a été tassé parce que il était trop sérieux. Quand il a produit son rapport, le rapport du Chéneau, c'est l'intégrité de l'État. C'est tellement étendu, la mainmise du... Et on se souviendra que l'enquête Marteau avait été mise sur pied à la suite de la commission Bastarache pour enquêter sur les contrats accordés par le ministère des Transports. À la base, c'était ça. Oui. C'est ça. Puis, et c'est ça qui est devenu la base de la commission d'enquête pour l'industrie de la construction. C'est ça. Mais quand tantôt, il y avait la lettre de dénonciation qui provenait de l'intérieur de la Sûreté du Québec, on parlait que leur cadre d'intervention était limité construction, municipalité. Et puis, c'est exactement le mandat de la commission Charbonneau. Hein? C'est ça. Ils n'ont pas été au ministère du Transport. Non. Puis ils n'ont pas rentré dans Hydro-Québec non plus. Non plus. Okay. Et pourtant, c'est là qu'il y en a des vertes et des pas mûres. Donc, et on nous a envoyés dans les municipalités, à Montréal et à Laval.
et en nous laissant croire qu'il n'y avait que là qu'il y avait des problèmes. Oui, c'est ça. OK, ben oui, c'est comme... Hein? On sacrifie les petits poissons dans ça. Voilà. OK. Alors donc, oui, mais là, on revient à notre histoire qui sort... Ces jours-ci? Là, on est dans la continuité du coulage puis du conflit à l'interne. Et puis là, on apprend, là, dans le coulage, on apprend que le problème qui se poserait, 3 tentatives pour arrêter, mettre en accusation, le problème serait que les effectifs des PCP, il y a un problème, OK? Et là, ça nous amène à revoir en 2015 la restructuration à la fois du DPCP et de la Sûreté du Québec et de l'UPAC par Philippe Couillard. Et là, on a un plan délibéré de réduire, mais drastiquement, les capacités d'enquête et de remplir leur mission. Ouais. OK? Et là... Écoute, on a coupé le nombre des procureurs, pas compliqué, par 2. Hein? Ouais, c'est ça. OK? Sous prétexte qu'on était en pleine période d'austérité et qu'il fallait que la justice fasse sa part. C'est ça. Ben oui. Puis en restructurant, là, ça a été comme un traumatisme à l'interne, là. OK? Parce que les procureurs d'expérience qui avaient les gros dossiers, puis que donc, eux autres, ils ont été invités à, je vais vous dire, réfléchir sur leur avenir. Et oui. Et là, il y en a qui sont partis, dont Marie-Hélène Giroux, une autre ici, ah oui, Maître Champoux, Maître Briand, c'était des seniors, des gens qui... Ouais. Et là, on donne des dossiers à des juniors, mais là, ils sont débordés parce que là, toutes les causes viennent des causes de droit commun, puis des causes de grande corruption dans l'État. Ça se met sur le bureau. Comprenez-vous? On noie le poisson. Et là, Couillard, avec la restructuration au DPCP, on finit par le dire, DPCP, OK, il y a une intention qui se manifeste, là, OK? Il ne veut pas sauver 4 millions, lui, là, OK? Non, c'est évident. Il veut saboter, parce que là, justement, on est à des moments où il y a des pressions pour qu'il y ait des accusations qui arrivent. Alors, tu sais, il faut rappeler maintenant, dans les événements de ces jours derniers, là, contre qui des mandats d'arrestation devaient être exécutés. Et il s'agit, en l'occurrence, d'anciens dirigeants et membres du conseil d'administration de la Société immobilière du Québec, la SIC, et qui était dirigée par un certain Marc-André Fortier. Et alors, on retrouve, mais c'est très intéressant, 3 noms de membres du conseil d'administration, enfin 2 noms de membres du conseil d'administration qui avaient défrayé la manchette au moment de la commission Bastarache, Charles Rondeau, et puis Franco Fava, hein, le fameux entrepreneur là, qui emmenait large, il est partout, lui. Et celui qui avait été mis en cause directement par les 2, d'ailleurs, Charles Rondeau et Franco Fava, directement mis en cause par l'ancien ministre de la Justice de Charest, Marc Bellemare. Oui, c'est ça. Il faisait les post-it pour nommer les juges. C'est ça. Ça amenait à la commission d'enquête Bastarache. Et un 4e larron du nom de William Bartlett, qui est un organisateur libéral de la région de Québec. Ah ouais, c'est ça. Eux autres, ils avaient décidé que... Alors, imagine-toi que ce qu'on apprend dans le Journal de Montréal hier et aujourd'hui, c'est que ces 4 auraient conspiré pour une fraude de plusieurs millions de dollars. Bien, c'est parce qu'ils ont vendu 3 bâtiments, en tout cas, allégué qu'ils ont participé à la vente de 3 édifices qui appartenaient au gouvernement. C'est ça. C'est un bien public. Et qu'il y aurait eu... Ils ont touché des rétrocommissions. C'est ça. Et puis donc... cette enquête-là démarre parce que... Puis alors, c'est pas rien, là. L'enquête s'est déployée, pas juste ici, là, à l'international. Ils ont même récupéré de l'argent en Autriche. Ben oui.
c'est déclenché, cette enquête-là, en 2011, parce qu'il y a un système d'alerte sur les transactions douteuses à l'international, et c'est eux autres qui ont sonné la cloche ici, puis que là, l'enquête s'est enclenchée. Ça s'appelle la fameuse, c'est une agence internationale qui s'appelle FINTRAC. Oui, c'est ça, exactement ça. Ça fait que, boum, OK? Et là, ça commence là. Donc, 2011, 2018, je calcule vite, ça fait 7 ans. Et là, ce qu'on nous dit dans le communiqué de l'UPAC puis des PCP, c'est que il n'y a pas eu de dossier mis sur le bureau des procureurs, OK? L'enquête n'est pas complétée. Mais qu'est-ce qui manque, OK? Qu'est-ce qui manque? Je veux dire, on peut conclure qu'il n'y a pas assez de preuves pour porter des accusations. Bon, OK, on ferme là. OK, on aimerait le savoir, mais 7 ans plus tard. OK? Donc, on comprend que... puis là, ici, c'est à mettre en lien avec cet article-là de Denis Lessard, 22 octobre 2015, OK? C'est qu'il y avait des enquêtes, une demi-douzaine d'enquêtes complétées par l'unité LUPAC, dorment depuis plusieurs mois au bureau du directeur des poursuites, OK? Et là... pour tous les dossiers. Les enquêtes sont bouclées depuis le début 2015 et la Couronne a cessé depuis longtemps de demander des compléments d'information. Du point de vue de l'UPAC, ces dossiers n'attendent plus que la décision de déposer ou non des accusations. Et là, on a un arrest... Et il y a à l'UPAC, le mécontentement chez les troupes a grimpé d'un cran le printemps dernier. Donc, on est en 2015, là, on serait en 2014, OK? Ouais. La Couronne devait déposer des accusations le jeudi saint, une décision qui permettait d'arrêter un acteur important. Le scénario de l'opération était établi d'un bout à l'autre de la chaîne du côté policier. Ça fait que ça veut dire que là... Le procureur, il garde, ça prend juste la signature, là, tout est joué. Quand ils disent qu'il n'y a pas eu OK, d'entente pour qu'il y ait une accusation, c'est faux, OK? Puis là, on apprend ça par du coulage de l'intérieur. Donc, à l'autre bout de la chaîne, du côté policier, ils étaient prêts, ils ont fait une opération, ils étaient tous. Et ça, il ne faut pas tout préparer ça, l'opérationnel, si vous n'avez pas une entente avec la Couronne qui va signer puis on attaque. Hein? Oui, bien sûr. Okay? On avait même prévu les congés en fonction de cette date d'opération inhabituelle. Ces interventions se font généralement au milieu de la semaine, au moment où les effectifs sont au maximum. Contrairement à ce qu'il avait indiqué au corps policier, le DPCP s'est esquivé à la dernière minute. Les accusations attendues n'ont pas été déposées. Bon, ça ne peut pas être plus clair que ça. Non, là, c'est pas le dossier n'a pas été mis sur le bureau, puis l'autre ne le savait pas, puis il n'entend pas parler par sa femme. Il faut comprendre que les procureurs du DPCP, là, d'abord la direction des poursuites criminelles et pénales, qui auparavant était rattachée directement au ministère de la Justice, ne l'est plus. OK? C'est un organisme distinct, mais qui relève tout de même du gouvernement. OK? Et le gouvernement, évidemment, emmène large. D'ailleurs, regardez la façon avec laquelle on a mis fin rapidement au mandat de Louis Dionne quand il a commencé à être compromis. D'un seul coup, on le nomme juge. Ben oui, c'est le gouvernement du Québec qui le nomme juge. D'abord, il est nommé juge pour à peu près 6 mois, 8 mois à la Cour provinciale. Et puis, parce que ça presse vraiment de l'évacuer par le haut, là, au plus sacrant, pour éviter qu'il puisse être interrogé. 8-10 mois plus tard, il est nommé juge à la Cour supérieure. Dans l'ascenseur. Hein? Voilà. Dans l'ascenseur. Ça va bien, service rendu. Et puis, voilà. C'est tôt de même. Bien sûr. OK. Puis, parfait. Non seulement service rendu, si ça n'était que service rendu, mais c'est encore bien pire. C'est un moyen de mettre à l'écart et de tenir à l'écart un témoin important. Oui, bien. C'est grave, ça. Ah non, bien là. OK, il est sous-scellé. Judiciaire. Oui. OK, donc... Il est sub judice. C'est ça. En 2015, dans le grand plan de restructuration de Couillard, OK, ça, c'est planifié de très haut niveau pour détruire les capacités de faire mal au régime libéral, OK? Des deux appareils judiciaires, là, qu'on parle de DCPC, des PCP, puis de la Sûreté du Québec et de l'UPAC. Ici, sous toujours prétexte d'austérité. Et là, savez-vous qu'est-ce qui va arriver sur Sûreté du Québec 2015? 150 des 400 postes d'officiers seront abolis. Et là, ils ont
mêler tous les dossiers ensemble, puis là... Mais pourquoi? Il rendait À l'époque, impossible là, l'émission. faut savoir qu'à l'époque, il y a un policier Oui, de la Sûreté du Québec qui a sonné l'alarme. Il s'appelle Sylvain Tremblay. Ah! OK? Ah oui, Et je veux dire, c'était terrible. c'est incroyable. Lui, tu te souviens de la fameuse affaire, comment s'appelait-il, là, celui qui avait été prévenir Jean Charest, là, qu'il y avait il était sous enquête policière. Brandone. Oui, un pavé dans la mare, nommé Brandone. Je me souviens, j'avais écrit un article là-dessus. OK? Alors, Eddie Brandone, qui était un gars de la FTQ, mais qui avait des liens avec le crime organisé, etc., avait été prévenir Jean Charest qu'il était poursuivi. Et à la suite de ça, l'enquête que menait Sylvain Tremblay, le policier, avait été interrompue. OK? Alors, il s'était débarrassé là, et c'est quand même incroyable que ce soit allé jusque-là. Et Sylvain Tremblay a témoigné à plusieurs reprises dans les journaux. On a en dossier, c'est facile à retrouver, toutes ses déclarations. Et lui, ça fait un bout de temps qu'il le dit. Et malheureusement, personne n'a donné suite à ces déclarations. Ouais. Pourtant, c'est un policier d'expérience qui a pris sa retraite. Et il savait exactement tout ce qui se brassait dans tous les dossiers critiques. Juste pour revenir 30 secondes sur la restructuration de la Sûreté du Québec. Qui menait la restructuration? Martin Prudhomme. Voilà. Martin Prudhomme. Et qui mène à l'heure actuelle la restructuration au service... qui? Mario Laprise. Qui, à l'heure actuelle, est en train d'effectuer la restructuration au service de police de la Ville de Montréal? Martin Prudhomme. Il en sait-tu des affaires, lui? Oui, il sait tout. Non, je ne sais pas d'allure. C'est ça. Alors donc, il y avait le 9 mai dernier, devant le palais de justice, une manif. C'est des citoyennes contre la corruption. Tu es en train de te vanter de tes bons coups, là? Non, j'ai appris ça par hasard. Ah bon, OK. OK. Puis c'était justement pour demander le départ de Lafrenière. Ah bon? Parce qu'il n'était pas crédible pour mener la mission qui est de nettoyer l'écurie. C'est quand même incroyable. C'est ça que c'est, là. Alors, imagine. On trouve. Aujourd'hui, hier, il y a des informations qui sortent. Il ne faut pas s'imaginer que ça va s'arrêter là. Hein? Les policiers là, qui sont allongés le cou en fournissant cette information-là, je veux dire, là, ils ont décidé d'en finir. Ah oui, c'est ça. Non, s'en allant vers l'élection, il risque d'avoir des pavés qui tombent. Alors, les pavés vont tomber les uns après les autres. C'est ça. Juste pour vous dire, dans la commission Charbonneau, quand le Parti québécois a pris le pouvoir et puis qu'il a nommé Mario Laprise a eu à faire un mémoire de la Sûreté du Québec à la commission d'enquête sur l'octroi des gestions de la commission Charbonneau. Et donc, à l'automne 2012, le nouvel état-major en place, c'est Mario Laprise, mis là par le Parti québécois. C'est lui qui va débloquer le mandat de perquisition pour l'enquête mâchurée qui dormait dans un tiroir sous les libéraux. OK. Bon, lui, il va faire une recommandation ici. Il dit et sur une volonté d'optimisation de la performance, la restructuration de la Sûreté a mené, entre autres, à la création, parce que là, il restructurait, lui, en fonction de, OK, voici sa mission, la grande fonction de l'intégrité de l'État, GFIE, qui regroupe dorénavant l'ensemble des mandats dédiés à cette mission-là. Ça, c'est à lui. Mais après ça, c'est Martin Prudhomme qui va le remplacer. Couillard va le sortir par la fenêtre. Oui, okay, et rapidement. Ben oui, parce qu'il était-tu dangereux, lui? Oui. Hein? L'enquête mâchurée, bon, ça montait, etc. Donc, on voit qu'à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Puis ça, c'est. Il faut en rajouter parce qu'il y a matière. Puis pensez à ça. OK? Un peu plus tôt ce printemps, vous vous souviendrez que le procès Normando a été reporté. C'est un juge qui a décidé de reporter ce procès-là. Devinez le nom du juge.
Maître Louis Dionne, l'ancien DPCP. Ah oui, c'est un détail. C'est un petit détail quand même. Non, mais c'est parce qu'il y en a des boîtes. Hein? Bien oui. Parce qu'on tire au travers de ça des informations validées, puis on essaye d'y donner un sens. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a un noyau de personnes dont font partie Martin Prudhomme, l'ancien ministre Jacques Dupuis, le commissaire Lafrenière, y compris même la sous-ministre de la Justice, qui est impliquée là, dans ces choses-là, bien sûr. Ouais. Maître Nathalie Drouin. C'est ça. Ben, c'est tout ce monde-là. Il n'y a pas de l'air à y avoir là une volonté. C'est un procureur, un ancien procureur qui s'appelle Michel Bouchard. Tout ce monde-là est impliqué dans le contrôle, en fait, la protection des gens qui sont mouillés dans ces affaires-là. C'est invraisemblable. Donc, ça, c'était une nouvelle qui va avoir des jambes parce que, concernant la société immobilière, les 3 accusations qui tentatives mais ça, il y a une résistance incroyable, puis il y a des forces de l'ombre qui semblent agir. Et puis, donc, ça va tout être surmonté. Je pense qu'il va y avoir des gros morceaux qui vont tomber d'ici à l'élection parce qu'à l'intérieur, ça fait longtemps qu'il y en a qui font une lutte anonyme. Il y a du gros grabuge. Oui, OK, ça n'arrêtera pas, là. Non, ça n'arrêtera pas. En s'en allant vers le temps fort de l'élection, là. Et curieusement, tu vois, des fois, les coïncidences sont tellement drôles qu'il faut en rire. Mais regarde, aujourd'hui, c'était la commission parlementaire sur l'avenir de la presse, là, hein? Et Pierre-Carl Péladeau était présent. Et qui est-ce qui fait le travail à l'heure actuelle de pointer sur les scandales et toutes ces affaires-là qui restent? Il n'y a qu'un seul journal qui le fait à l'heure actuelle. Il n'y a que Québécois. Ben oui, vous avez juste à voir la réaction à ça, OK? Oui. La nouvelle, les accusations, on nous dit qu'il y a de la résistance pour les porter. Là, immédiatement, le DPCP est obligé d'émettre un communiqué. Puis là, ils se sont parlé avec l'UPAC pour dire « Hey, on s'est-tu vu? Non, on s'est vu un peu, non, etc. » pour dire ce qui a été dit dans le journal n'est pas vrai. Sauf que là, le journal avait une carte, c'est qu'il y a le dossier de police. Puis là, ils ont un bulletin où ils disent « Voici, on s'est entendu avec la couronne, on est rendu à telle étape. » Alors, imaginez, là, le procès-verbal de l'enquête, là. Oui, c'est ça. OK? Et tout ça est entre les mains de Québécois, Média, le bureau d'enquête. Alors, puis les autres, puis là, c'est... Alors, hier, ils ont dit « Oh, non. » Là, aujourd'hui, ils sont confrontés aux faits. Oui. Là, on avait la Radio-Canada dit « Ben non, c'est pas ça du tout. » Autrement dit, ils sont en train de délirer dans une théorie du complot, là. Oui. C'est ça que... Hein? Okay. Mais sauf là, que là, les preuves sont sur la table. Non, mais ils n'ont pas mis dans la première article. Ben, bien sûr que non. Mais non, juste pour voir la réaction, puis après ça, dire... On l'a. Alors, il faut comprendre là, que ce petit jeu-là va se poursuivre jusqu'à l'élection. Ben, c'est évident, ça va aller. OK? Et ça va aller à la limite. C'est ça. Maintenant, c'est assez particulier parce que on parle de 2011, on le fait, puis vous allez voir que dans les couvertures médias ou dans les analyses commentateurs, on ne revient jamais à 2011. Non. On ne revient jamais à dire « Oh, l'UPAC a des problèmes, c'est relation de travail. » Tout remonte à 2011, lorsque le juge, celui qui est maintenant le juge Dionne, mais l'ancien DPCP, s'est fait accuser de traîner les pattes dans ces dossiers. Puis Prudhomme, Lafrenière, mis en cause comme protégeant le régime. Voilà. Clairement. Puis là, c'est pas par des petits culs quelque part qui ont bu 2 bières, là. Non. C'est de l'intérieur au niveau de l'état-major. Alors, Jean-Claude, il faut quand même être conscient d'une chose, là. Nous, je veux dire, moi, j'ai même écrit un texte qui détaille toutes ces choses-là. C'est un texte assez long, merci. OK? Et il est rendu à 12 000 lectures, hein? Ce texte-là. Je pense que, si ma mémoire est fidèle, c'est tout ce que vous devriez savoir sur le PLQ et ne jamais oublier. C'est ça. Donc, concernant... Et cet article-là montre à quel point
l'intégrité de l'État est compromise. C'est ça. Et ça, cet article-là, il a été publié pour la première fois il y a près de 2 ans. Tous les faits qu'on vient de discuter étaient déjà sur la table. C'est ça. Concernant Lafrenière, pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire. C'est ça. Vous pouvez aller sur le site cccorruption.com. cccorruption.com, tout ensemble. Et là, vous avez le dossier Lafrenière. Et là, bientôt, parce que j'ai parlé avec les madames, OK, les Adèles, et puis ils m'ont dit que l'autre dossier qui apparaîtrait, c'est d'ici une journée ou 2 maximum. Suivez bien ça, OK? cccorruption.com, le dossier Hydro-Québec. Et là, ça nous amène au dossier Hydro-Québec. Vas-y. Oui, et c'est justement ça, parce qu'au départ de l'émission, on a dit qu'il y avait 2 nouvelles cette semaine sur l'intégrité de l'État. Alors là, cette nouvelle-là, c'est quoi? C'est que là, l'Hydro-Québec, quand les libéraux ont pris le pouvoir, avec la réingénierie de l'État, le privé, c'est bien meilleur, etc. Puis on vendu ça au monde, dégraisser l'État. Hein? Vous s'en souvenez de cette ligne-là? Mais ce qu'on ne savait pas, c'était pour engraisser les amis. OK? Ce dégraissage-là. Fait que là, Hydro-Québec, ils ont entrepris un stratagème de privatisation des filières énergétiques de l'Hydro-Québec, autre que les grands barrages. On comprend que ceux-là, ils ne pouvaient pas être autre que l'hydroélectricité. Hein? C'est ça. Mais encore qu'il y a des petits barrages. Exactement ça. Et donc, avec le temps, ils ont signé des contrats à prix gonflé, parce que là, on le sait. À prix gonflé, c'est-à-dire qu'ils paient l'électricité beaucoup plus cher que ce que ça leur coûte pour la produire. Hydro-Québec. Oui, non, plus que ça. Qu'est-ce que ça leur aurait valu? Parce que là, il y a eu un test entre les libéraux et les libéraux de Charest et les libéraux de Couillard. Le Parti québécois a pris le pouvoir et ils en ont fait un appel d'offres. OK? C'était à 55 du prix que les libéraux avaient signé tout le temps. OK? Donc, on a une preuve là claire que tous ces prix-là étaient gonflés. Maintenant, vous avez centrale au gaz de Bécancour, ça, c'est la filière gaz. Ensuite, les éoliennes. Ensuite, la biomasse. Et là, il y a un expert cette semaine, il fait le calcul de tout. Savez-vous combien il y a d'engagements d'Hydro-Québec, des contrats bétonnés sont enfermés comme ça, dedans, avec le privé, obligés d'acheter de l'électricité à des prix gonflés? Combien sur les contrats à long terme en tout? Plusieurs milliards. 40 milliards. 40 milliards. Sur donc, une période de? Jusqu'à 2026, puis il y en a d'autres jusqu'à 2030, OK, parce qu'ils sont généreux, puis ça centrale. Alors, ça veut dire qu'il y a 40 milliards d'engagements. C'est ça. OK, pour de l'électricité qu'on n'a pas besoin. Dont on n'a pas besoin. Et qu'on paye au moins un tiers trop cher. Je suis généreux, OK? Oui, tu es pas mal généreux. C'est au moins 2 fois trop cher. C'est ça. Mais lui, l'expert, il fait son calcul, il dit l'Hydro-Québec, avec ces contrats-là, long terme, OK, se fait saigner de minimum plus de 10 milliards par le Parti de l'économie. Parce que ça, et là, on a la preuve, en commission parlementaire, quand le Parti québécois était au pouvoir, ils ont amené Thierry Vandal, PDG d'Hydro-Québec, ils ont dit « Qu'est-ce qui se passe, bonhomme? » Tu sais, tu es en train d'acheter à la planète électrique, tu n'en as pas besoin. Oui. OK, il dit « C'est pas moi, c'est pas Hydro-Québec, c'est des ordres politiques qu'on reçoit. » On exécute les ordres. On exécute les ordres. Il dit, nous, on n'a pas besoin de ça. Il l'a dit en commission parlementaire. Ça ne peut pas être plus formel que ça. Et curieusement, à l'époque, même si c'est le Parti québécois qui était au pouvoir, l'affaire n'a pas été très loin. Il y a Daniel Breton qui, à un moment donné, a fait une sortie à l'Assemblée nationale. C'était un 9 minutes d'enfer sur ce dossier-là. Mais le Parti québécois n'était pas à niveau pour faire du punch. Le punch que Daniel Breton pouvait faire. Et ensuite, il faut comprendre une chose, c'est que pour faire le punch que le Parti québécois aurait dû faire, il aurait fallu qu'il ait un soutien médiatique quelconque. Or, curieusement, ni Radio-Canada, ni la presse, évidemment,
qui étaient commis à la défense des intérêts des libéraux et des fédéralistes, parce que c'est le camp fédéral, toujours. C'est toujours ça, ce poison en arrière. C'est un sous-produit du fédéralisme. C'est ça. Ça, là, cette collusion-corruption-là généralisée qui part sur des milliards de dollars, c'est un sous-produit du fédéralisme. OK. C'est sûr. Alors, parce qu'on ne veut pas remettre en cause... Ben non. Better a crook than a separatist. C'est ça. C'est ça que c'est. C'est ça. Alors, écoute, parce qu'on ne veut pas remettre en cause la capacité des libéraux à soutenir la cause fédéraliste, on protège, on est prêt à défendre même l'indéfendable. Ben oui, c'est exactement ça. Mais dans les médias, qu'est-ce qu'ils vous disent? L'Hydro-Québec a fait des erreurs. C'est même devenu un argument pour la privatisation de l'Hydro-Québec. C'est ça. Le fait que le régime libéral saigne l'Hydro-Québec devient un argument pour la privatisation de l'Hydro-Québec. Es-tu pas payé celle-là? Savez-vous qui a sorti cet argument-là? Qui? Pas directement de même, mais il a fait de l'Institut économique de Montréal. Yuri Chassin? Exactement lui, OK? Lui a dit exactement lui. Vous êtes attentifs, hein? C'est vrai, on n'était pas arrangés, hein? Ça va pas, OK? C'est ça, lui a dit... Mais je connais le dossier, moi aussi. Hydro-Québec achète d'électricité qu'il n'y a pas besoin, c'est mal géré, il faut que ça soit... Et Yuri Chassin, il est quoi maintenant? Candidat, la figure de référence pour la CAQ. Voilà. Alors, imaginez si vous êtes en mesure de comprendre quand on vous dit que la CAQ et le Parti libéral, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Vous en avez la preuve? Oui, puis si vous voulez en avoir un autre, lisez Steve Fortin dans le Journal de Montréal aujourd'hui. C'est ça se peut pas. OK. C'est juste de ça, là. Ils sont comme en train de quitter un navire pour en embarquer sur un autre. Parce que... et c'est la même gang. Oui, c'est évident. C'est les mêmes réseaux. Il faut comprendre que c'est quoi... les mêmes réseaux de pouvoir et d'influence. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi un régime. Un régime, c'est un parti qui prend le pouvoir avec un réseau d'intérêts autour qui viennent parasiter l'État puis servir. C'est tout. C'est ça, un régime. OK? Alors donc, il y a un régime libéral, vous allez avoir un régime CAQ, vous allez avoir les mêmes mondes derrière les rideaux. OK? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors donc, Chassin, lui, il dit « Ah, c'est épouvantable, on a acheté... » Mais lui, ce qu'il dit pas, c'est que le Parti québécois, eux autres, ils signaient de 11 à 13 cents de kilowatt. Le Parti québécois fait un appel d'offres à 6 cents en 2013. Oh! Autrement dit, c'est pas les filières comme telles qui posent un problème, c'est toute la magouille autour de la signature des contrats à prix gonflé. C'est pas compliqué, tu sais. Mais toute la presse, Radio-Canada, jamais ils vont évoquer ça. Jamais pour en revenir à votre point. Non plus. Personne, pourtant, c'est là. Regarde, tout, les chiffres, c'est clair. Et ça, et ça ne fait que depuis... que Pierre Karl est revenu à la direction. Que ça a du punch. Que ça commence à avoir du punch. Ouais. Ça commence. Oui. Ben, c'est pour ça qu'on a eu ce 10 milliards-là, d'ailleurs. Ouais. Hein? C'est de bureau d'enquête, là. C'était pas... tu sais, c'est pas Radio-Canada qui nous a dit ça, non. Les libéraux vous ont volé. Non. OK. Ou bien la presse qui est là, devenue un mendiant, tu sais... Ouais. Un oligarque. Alors, savez-vous, je voudrais juste faire une petite taloche en passant ici. Peut-être qu'André Pitt, il va apprécier concernant la position de Québec solidaire sur la demande de transformer la presse en organisme de charité. Autrement dit, on a un milliardaire qui demande la charité pour qu'il puisse continuer sa propagande. Et on a donc un oligarque fédéraliste qui demande la charité et qui dit oui à l'oligarque fédéraliste? Québec solidaire, prétendument de gauche. Gabriel Nadeau-Dubois, de l'extrême gauche. OK. OK. C'est l'extrême gauche souverainiste qui appuie... Les oligarques. Les oligarques. C'est un gars, là. On est dans le ridicule total. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... Ça s'impose, là. Il faut tirer des conclusions, là. Il y a un rapprochement des intérêts. Oui, c'est ça. Et on voit à quel point, finalement, l'image qu'on essaie de nous montrer n'est pas celle de la réalité. Ben non. Hein? OK, on est dans... On essaie de nous enfiroiper en nous beurrant comme il faut avec des niaiseries,
et puis les vraies affaires se passent par en dessous. Des crispations d'idées, des brassages, de la rhétorique, c'est tout comme de la distraction pour ne pas qu'on approfondisse une réflexion. OK? On essaie de le faire. D'ailleurs, dans tous les événements là, qu'on vous a relatés jusqu'ici ce soir, ce qu'il faut remarquer, c'est que tous ces événements-là sont sortis au fur et à mesure, à la petite graine, de temps en temps. Ben, c'est comme un casse-tête. Hein? Il y a des morceaux qui sortent là, puis mais personne ne les ramasse. Et ça, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de suivi. Non, personne ne ramasse les morceaux pour les mettre ensemble. Alors, nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait. Ben, ça fait une couple d'années en tout cas, moi, je sais que je travaille là-dessus depuis un bout de temps. Ben oui, c'est ça. J'ai eu l'occasion de vérifier ça. OK. Et puis, tu vois, rien que tu sais, il faut voir, là. On mentionnait tout à l'heure l'article que j'ai écrit sur l'intégrité de l'État et sur le Parti libéral, tout ce que vous devriez savoir sur le Parti libéral, etc., et ne jamais oublier. Cet article est rendu à 12 000 lecteurs. Un autre article, celui sur le juge Dionne, là, qui a annulé l'enquête Normando, 22 000 lecteurs. Ah oui. Ça commence à faire ça, c'est Vigile, du monde. Mais il y a différents groupes qui interviennent. Et là, j'aimerais arrêter 30 secondes sur André Pitt, puis oui, bien sûr. Son Patreon, parce que son studio, je le vois, moi, à chaque fois que je viens, ça s'améliore continuellement. Il est en train de monter un plateau. Et c'est grâce aux contributions qu'il reçoit. C'est ça. Je pense qu'on est plus beau ce soir à cause des lumières. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais il y a des gens comme ça qui font un effort. Et là, les gens qui écoutez, on n'est pas face à des adversaires politiques quand on est en train de piller l'État comme ça. On est face à des ennemis de la nation. Et donc, il faut se lever. Et là, il y a des moyens... écoute, avant même de parler de la nation, on est face à des ennemis de notre portefeuille. Commençons par les choses simples. Ben oui, mais ça a une portée, Puis non seulement notre portefeuille, mais des ennemis de nos enfants, parce que ces gens-là vont... 40 millions dans leur poche, c'est de l'argent que les enfants n'auront pas. Hein? OK? Ça, c'est clair, là. Ouais. OK? Il commence à être temps là, qu'on dise les choses c'est ça. Non, c'est ça. À coup de marteau, même s'il le faut. On n'est pas dans des débats d'adversaires politiques qui font des débats d'idées puis des nuances. Non. L'intégrité de l'État, c'est fondamental. Il n'y a rien de plus sérieux, de plus grave que ça. Et combien de personnes, là, quand vous voyez autour dans des groupes qui sont sur le cas, OK? Ici, on est au studio d'André Pitt, je disais Patreon, il progresse avec ça. Il offre une plateforme, ça nous permet de parler. D'autres aussi vont venir ici, d'autres sur Vigile. Et là aussi, je rappelais tantôt les citoyennes contre la corruption qui se sont mobilisées. Et puis, vous allez voir apparaître, ils me l'ont dit, d'ici une journée ou deux, le dossier Hydro-Québec, clair, précis, OK? Tout précis. Et puis donc, c'est ça. Alors, eux, ils vendent des balais, eux autres, des Adèles, hein, sur leur site. Bon, c'est ça. Donc, mais ce dont elles parlent, vu que ce sont des femmes, des Adèles, c'est de l'intégrité de l'État. Il faut comprendre que s'il n'y a pas d'intégrité de l'État, toutes les belles promesses qu'on peut nous faire sur l'éducation ou sur la santé ne tiennent pas. C'est impossible de les réaliser. C'est ça. Présentement... Alors, c'est l'enjeu fondamental de la prochaine élection, l'intégrité de l'État. Et on vient de voir, on vient d'avoir la preuve, dans le cas d'Hydro-Québec et de Yuri Chassin, qui a fait des recommandations, à quel point la CAQ et le Parti libéral, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Ben oui, c'est évident. Eux autres, gars, ils salivent à l'idée de privatiser le reste. Puis Québec solidaire, on n'en parle même pas. Ben non. Bon. Alors, il reste quoi? Oui, il reste du monde comme nous autres, comme André Pitt, comme Vigile, etc., du monde, OK? Parce que c'est pas à niveau, là, OK? Alors, donc, c'est pour ça que si vous écoutez cette émission-là, vous pouvez faire un petit effort pour encourager ce monde-là à continuer leur mission. C'est des citoyens de vous alerter et de vous informer. C'est ça. C'est ça, exactement ça. Et tout ça n'est pas gratis. Tu sais, le studio ici, c'est pas gratis. Là. Non. OK? Alors donc, mais il y a du monde qui
sont vraiment motivés, OK? Ils sont pas là pour se faire une paye, là. C'est pas payant, là. Non, vraiment pas. Hein? J'en sais quelque chose. Ben oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une paye. Hein? On a pu voir un verre de Bourbon. OK, ça, c'était bon ce soir, là. André, ça progresse. OK, donc, c'est ça. L'enjeu que vous avez dit, puis que le monde s'est passé comme ça, là, vous dites, l'intégrité, bon, c'est Charest, c'est un crosseur, mais là, Couillard, c'est différent, c'est tout changé, etc. Non. Hey, sacre! Revenons sur terre. Hey, il faut les sortir de là par les fenêtres, et pas juste le Parti libéral. Le nomination, il y en a des centaines à des postes décisionnels. Et puis, ça va loin. Ils contrôlent même le barreau. Ben oui, vous avez écrit là-dessus. Encore un article que j'ai mis en ligne hier. La fameuse affaire des poursuites qui devaient intenter les 2 barreaux contre le gouvernement du Québec pour contester la constitutionnalité de toutes les lois, y compris même celle du barreau. Ben oui, Hein? Alors, tout ça, là, c'est organisé, mainmise des fédéralistes et des libéraux. OK. Parce que c'est eux qui contrôlent le processus de nomination au barreau. Et pourquoi on est inconscient de ça? Parce que, et là, on l'a vu avec le Bloc, c'est terrible, c'est ces débats-là qui sont sur des idées plutôt que sur des intérêts et sur l'enjeu véritable, c'est qui va contrôler notre État au profit de qui? Premièrement, après ça, là, s'ils ne sont pas capables de poser les actes d'État pour faire progresser la dynamique politique vers la rupture, c'est un autre sujet. Mais le contrôle de l'État, ça, c'est pas un choix parmi tant d'autres, là. OK? Alors donc, vous avez le PLQ, vous avez la CAQ ou vous avez le Parti québécois, là. Les choix véritables, c'est ça. Puis vous avez une nuisance qui s'appelle Québec solidaire, là. OK? Et le pire, c'est qu'on a amené progressivement les gens à penser que l'État, c'était leur adversaire. Il faut comprendre une chose. L'État, c'est la seule protection qu'on ait. L'État, savez-vous c'est quoi? Vas-y. La force commune pour combattre l'injustice. Exactement. C'est ça. Et l'État, c'est le seul qui est capable et qui existe pour promouvoir le bien commun. Ben oui, écoutez, l'État... Alors, si l'État faillit dans cette tâche-là, on est cuit, on est fait, on est fini. L'État, là, c'est minimum un levier sur 500 milliards d'actifs. Au minimum. Au minimum, l'État du Québec. Ouais, puis là, on l'abandonne, puis nous, on se tire aux cheveux parce qu'on veut parler d'indépendance plutôt que d'intérêt. Bon, ben justement. Allez-y donc, vous. Justement, tu nous amènes sur le dernier sujet de politique d'actualité nationale. Évidemment, on ne peut pas... difficile de pas parler des déboires du Bloc québécois et puis de la fin pathétique comment s'appelle-t-elle? Martine Ouellette. Alors, voilà l'exemple parfait de comment le mouvement indépendantiste se tire dans le pied, parce qu'on s'est embarqué dans un débat complètement surréaliste, idiot, en confondant les moyens et la fin. OK? On s'imagine que pour faire l'indépendance, il faut en parler tout le temps. Je me souviendrai de ce que disait le chanoine Gros, hein? Tu connais fort bien. Ben oui. Qu'est-ce que disait-il? Pensez-y toujours, parlez-en jamais. Jamais. Bon. OK? Puis alors, Daniel Johnson, juste pour vous dire, Johnson qui était avec les gens du RIN, il dit, ou bien on en parle puis on ne la fait pas, ou on n'en parle pas puis on y va. Voilà. OK? Il était dans une autre école. Alors, et puis nous, on s'est perdus dans... Franchement, là, c'est un débat d'idées. Le comble de la naïveté, c'est de penser qu'on pouvait régler la chose avec un référendum. Ben oui, puis un concours d'or oratoire. Un référendum gagnant, l'indépendance était faite. Ben oui, avec tout ce que ça prenait, c'est produire des argumentaires. Moi, je trouve admirable l'exemple que nous a donné la Catalogne. Ben oui. Pathétique pour les Catalans, mais admirable comme leçon. Ben oui. De politique, de réelle politique, là. Ah oui. OK? Alors, c'est là qu'on découvre que ce qui fait
qu'on deviendra un jour indépendant ou pas, c'est pas un référendum, c'est un rapport de force. Et ce rapport de force, il faut le construire, il faut l'édifier. À partir de l'État, et la seule base qu'on a pour le construire, c'est l'État. Alors, d'où l'importance de restaurer au plus sacrant son intégrité. C'est ça, puis de sortir toutes ces crapules-là de la bâtisse. Voilà. C'est pas compliqué. Et tant et aussi longtemps qu'on s'ostinera à niaiser, là, mais vraiment, comme des enfants, sur l'indépendance par référendum ou autrement. Ouais. C'est ça. On ne peut pas être des grands patriotes devant l'Éternel et demeurer impassible quand on paye nos terres. Eh bien, voilà. Hein? C'est pas compliqué, là. Puis, le front, là, il commence là. Il commence là, le front. OK? Ouais. Allez frapper le Parti libéral. Voilà. C'est ça. Parce qu'il est... Pas parce qu'il c'est le Parti libéral, mais parce qu'il en est venu à incarner... Oui, parce qu'il y a eu un autre Parti libéral. La corruption. Ben oui. OK? Puis les exemples abondent et nauséabondent. Ah oui. OK. Il y a de quoi lever le cœur à n'importe qui. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, bon. Et voilà. Donc, sur cette montée de lait. On espère avoir fait progresser la réflexion sur l'enjeu de l'élection. Parce que vous aviez emmené ce thème-là, puis le monde, c'est pas ça, là. C'est la santé, puis les vieux, ils n'ont pas de bain, puis il y a des enfants. C'est bon, OK? Il y a l'essentiel, puis il y a l'accessoire. C'est ça. Vous avez été à l'essentiel. L'essentiel, il faut comprendre qu'on n'aura aucun des accessoires si on ne règle pas la question de l'essentiel. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Ça finit-tu notre... oui, ça termine sur notre... activité. Actualité nationale. Alors, à l'international, c'est quand même étrange parce que plusieurs événements qui sont en train de se dérouler sur la scène internationale mettent justement en relief l'importance de la souveraineté pour les pays. Et dernier exemple en date, c'est celui de l'Italie. Alors, la semaine dernière, on était resté sur à l'émission de la semaine dernière, on était resté sur le fait que le président de l'Italie avait refusé le gouvernement que lui proposait la coalition de la Lega del Norte et du mouvement... La majorité élue. C'est ça. Alors, Lui, est-il élu, ce président-là? Non, pas du tout. Il est nommé. Okay? Alors, lui, il disait qu'il intervenait pour protéger l'épargne des Italiens. D'abord, il n'y a pas ce mandat-là. Constitutionnellement, c'est pas son mandat. Et d'autre part, c'est un européiste convaincu. D'imagine. OK, un mondialiste, etc. Et il était en train d'essayer de sauver la mise pour son camp. Purement. Alors, malgré tout, le tollé en Italie a été tellement fort qu'il a été obligé de rappeler le premier ministre qui avait proposé par la coalition, qui avait tenté de former un gouvernement et qu'il avait refusé à cause de la présence parmi les membres de ce gouvernement-là d'un ministre des Finances qui était carrément opposé à l'euro et à l'Union européenne, et de lui reproposer une nouvelle liste. Ce que Giuseppe Conte a fait, et il est arrivé avec une liste qui comporte toujours le même ministre, mais pas la même fonction. Alors, il n'est plus maintenant aux affaires européennes, aux finances, on l'a placé aux affaires européennes. Donc, c'est lui qui va avoir à négocier avec l'Europe, finalement, les conditions en vertu desquelles le ministre des Finances va pouvoir appliquer une politique budgétaire conforme aux volontés de la coalition. Et le nouveau ministre des Finances n'est pas plus rassurant que le premier. Et lui aussi, c'est un anti-euro, anti-européen. Puis il faut rappeler que dans leur programme, il y avait l'annulation de la dette de 250 milliards de dollars. D'euros. D'euros, oui, c'est ça. Et ensuite, l'imposition de ce qu'on appelle dans le jargon fiscal une flat tax.
OK? C'est-à-dire baisser les impôts. Une taxe à niveau uniforme. C'était assez particulier qu'on a des souverainistes. En réalité, c'est une position souverainiste. Tout à fait. Et donc, l'Italie, comme la Hongrie, comme la Slovénie, comme l'Allemagne, etc., il y a tout ça. Il y a tout un mouvement qui monte, l'Autriche, qui monte et qu'on appelle des identitaires. En réalité, là, concrètement... Ce sont des souverainistes. En termes géopolitiques, ils veulent rétablir la souveraineté de leur État, là, OK? C'est ça l'affaire, OK? Et puis, ce qui les a fait réagir, c'est l'invasion migratoire. C'est ça. Alors, bon, on est au mois de juin, et puis le temps que ce gouvernement italien s'installe et puis commence à travailler, on voit bien là qu'on va pas tellement aller avant le mois de septembre, OK? Mais il faut comprendre aussi que pendant ce temps-là, les marchés vont réagir au fur et à mesure qu'il y a des échos qui vont leur parvenir sur ce que s'apprête à faire la nouvelle coalition. Et ça va être très dérangeant. Et il faut se souvenir qu'en 2012, au mois d'août, il y avait eu une flambée spectaculaire qui s'était produite sur les marchés internationaux, qui avait, justement à cause de la montée des taux d'intérêt sur les obligations des États souverains. Oh, ouais, l'Italie, oh, ouais. Tu sais, les pigs, là. Oui, oui. OK, Portugal. Les pays vulnérables au sud, en Europe. Là. Bon, et alors, il faut comprendre que ces pays-là, non seulement ils sont encore vulnérables, mais ils le sont encore bien davantage parce que, puisque la tendance... leur niveau d'endettement s'est augmenté. Ben. Bon. Alors là, on est vraiment dans une situation grave parce que le recours à l'assouplissement quantitatif qui avait été possible en 2008. On imprime de l'argent. On imprime de l'argent et en 2012 n'est plus possible. Et là, ça va faire dur tout à l'heure. OK? Alors, il faut comprendre qu'on arrive de plus en plus vers un goulot d'étranglement qui se complique, qui devient encore plus étranglé du fait qu'il y a un nombre de plus en plus important de pays qui ne partagent plus la narration fédéraliste européenne. OK? L'idéal fédéral. L'idéal fédéral, là, il est en train d'en manger toute une claque. OK? Et ça se complique, évidemment, par-dessus le marché, lorsque les États-Unis, comme c'est le cas, on l'a vu, en se retirant de l'accord avec l'Iran, s'apprêtent à imposer aux pays européens qui vont continuer à vouloir respecter l'entente qui a été signée, OK? Des sanctions. Et ça repose la question, encore une fois, une autre fois, à un autre niveau, beaucoup plus large, de la souveraineté des États. Ben, c'est ça. Bon... On peut dire que c'est un remake de la Grèce, de l'Espagne. Mais à une échelle... Oui, sauf que multipliée. C'est ça. C'est que la dynamique progresse, puis pas dans le bon sens. Et l'Italie, comme d'autres, la Grèce, etc., tôt ou tard, vont avoir à passer par un processus très douloureux qui est de rétablir une monnaie nationale pour pouvoir ajuster leur taux de productivité par rapport à l'Allemagne ou la France ou la Hollande. Alors, c'est un petit peu sur ce fond-là que s'ouvre demain le sommet du G7. Entre autres, un point. Dans Charlevoix. Et dans le contexte où également le président Trump là, a annoncé que l'ALENA, c'était pas une priorité trop, que qu'il envisagerait peut-être davantage un accord limité avec le Canada de libre-échange, mais pas avec le Mexique. Bref, en imposant aussi des sanctions sur l'acier et l'aluminium. Bref, il est tout en train de créer des conditions où une crise peut facilement émerger. Parce que le thème de souverainisme, OK? Voilà. Dans le cas des États-Unis, c'est pas évident pour tout le monde, là, mais America First, là, c'est ça. OK? Alors, lui, il est pris dans des ententes multilatérales et
il a vu évoluer ça. Il a dit... Dans lequel il prétend que les États-Unis ne trouvent plus leur compte. C'est ça. Et donc, pour rétablir les rapports de force, les États-Unis, le gros, plutôt que faire affaire avec un groupe, décident de les pogner un par un, qui sont tous plus petits que lui. Grosso modo, là, c'est sa stratégie. Et là, donc, ça veut dire que faire sauter des cadres, faire sauter des domaines où ce que les flux financiers puis commerciaux fonctionnent. Et là, c'est devenu très complexe. À partir du moment où vous commencez à mettre les barrières, il y a des réponses. Vous êtes dans une dynamique, mais vous savez où vous commencez. Vous savez pas où non. OK? Et là, ce qui arrive, il y a une logique derrière ça, c'est rétablir la souveraineté des Américains. OK? C'est ça. Et c'est leur intérêt en premier. Comme il disait Lord Palmerston, les États n'ont ni d'amis ni d'ennemis permanents que des intérêts permanents. Ça fait que c'est pour ça qu'ils se foutent du Canada. Là, lui, c'est des intérêts qui passent avant. Alors, d'où la faute, parce que c'est une faute. En géopolitique, c'est une faute du Canada d'avoir tout misé sur des relations de bon voisinage et d'amitié avec les États-Unis. OK? Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ce qui est en train de se passer va devoir amener à une remise en question de la politique étrangère du Canada au complet. Une mise à plat au complet. Vous savez qu'est-ce qu'il disait Réal Cahouette? Oui. Il disait les États-Unis, c'est nos meilleurs amis, qu'on le veuille ou non. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Les Mexicains, si près des États-Unis, si loin de Dieu. Oui, c'est ça. Donc, c'est un rajustement, un choc. Il est arrivé quelque chose la semaine passée, justement, à TVA. Là, il avait relancé les gens, il dit « Ouais, mais les États-Unis, ils veulent nous boycotter des produits. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va commencer à acheter ici plutôt que d'acheter des produits américains, comprenez? Fait que là, comme la souveraineté économique se ferait là, à partir de augmenter notre consommation du local, puis c'est vrai que là... Ça peut aider. Ça aide, c'est sûr. Là, mais ça a un impact. C'est pas du tout... Ben oui, mais on est quand même... Une autre erreur qu'on fait, c'est d'aller prendre des vacances aux États-Unis. Ben c'est ça. Les gens c'est ça qu'ils disaient, le monde. Ils disaient, on va reprendre des vacances ici, va acheter des produits, des légumes, etc. Bon, c'était juste pour dire que c'était rendu sur la rue, là. Puis quand les gens investissent en Floride et puis ils investissent et achètent des condos, ben non, il ne faut pas faire ça. C'est ça. C'est une erreur. Mais les États-Unis, Trump, OK, on comprend sa politique concernant l'économie. Mais au niveau de la politique étrangère, au niveau de la géopolitique, il y a une contradiction. Lui, à ce moment-là, il abandonne toute souveraineté pour se soumettre, OK, aux intérêts de d'autres, en particulier, clairement illustrés au Moyen-Orient. Oui, ça, c'est très clair. Ça nous amène à... D'ailleurs, justement, il y a des développements assez spectaculaires au Moyen-Orient qui ne reçoivent pas, encore une fois, la lumière qu'ils devraient de la part de nos médias. C'est vraiment spectaculaire ce qui est en train de se passer, là. Puis la Russie et Poutine ont réussi On parle de Syrie? Oui. OK. Ont réussi à placer Israël dans une position extrêmement inconfortable où elle va devoir décider entre renoncer au Golan, qu'elle contrôle et qu'elle occupe depuis 1968, ou bien accepter la présence de l'Iran à ses portes en Syrie. Bon, mais la dernière fois que je suis venu ici, on avait parlé, on avait dit les conditions qui se mettent en place nous amènent vers un conflit régional d'envergure. Okay? Objectivement, ça s'en allait vers ça. Et donc, là, pour éviter ça, là, tout le monde sont en train de brasser leur position. Et dans le cas de l'Israël, l'Israël ne peut pas accepter d'avoir des forces iraniennes et des forces du Hezbollah
à sa frontière, C'est ça. du côté du Golan. OK? C'est ça. Fait que là, ce qui se négociait, c'était avec les Russes et enlever le Hezbollah de la frontière, enlever l'Iran. Sinon, c'est un conflit, nous, on frappe. OK? Ça, c'est le casus belli est là, clairement. Il est là, clair. Mais là, Assad, lui, il dit OK, ça pourrait être possible, c'est pas un problème, parce que l'armée syrienne peut très bien aller contrôler sa frontière, OK? Oui. Et puis le Hezbollah, puis les Iraniens pourraient s'en aller au nord de la Syrie pour nettoyer ce qui reste à être nettoyé dès leur sort. OK, bon, parfait. Mais là, Assad dit, pour qu'on fasse ça, il faut que les États-Unis dégagent. C'est ça, la fameuse base de Al-Tanf. C'est ça, au nord, OK? Voilà. C'est ça. Il y a un fleuve qui s'appelle l'Euphrate, là. Ça fait comme une petite frontière naturelle. Ouais. Mais de l'autre bord de ça, là, c'est les Kurdes puis les Américains qui sont là. Puis c'est là qu'il y a les zones de pétrole très riches en pétrole. Bref, OK? Fait que là, Assad, il dit, les autres s'en vont. Sinon, on n'a pas de deal là-dessus. Fait que là, les Russes essaient de composer parce que c'est les seuls garants, ultimement, vis-à-vis d'Israël, sur un deal avec les Iraniens ou le Hezbollah ou Assad, OK? C'est pas les Américains qui pourraient offrir une garantie dans un deal comme ça aux Israéliens. C'est juste Poutine qui peut l'offrir. Et donc, tout ça se joue présentement, et puis si ça marche pas, ça va clasher. OK? Alors, donc, ce qui est à surveiller, et là, les Kurdes qui sont au nord, l'Euphrate, sur la frontière de la Turquie, là, les Américains, ils ont accepté de libérer une grande ville, emmener les Kurdes en dehors de ça, puis la mettre sous contrôle turc, alors qu'on est en Syrie. Oui. Ça, c'est une chose. Et puis là, les Kurdes sont descendus voir Assad pour commencer à parler avec, dire on pourrait peut-être redonner le contrôle au gouvernement légitime syrien de la zone nord, mais à quelles conditions? OK, bien là, ça se brasse, là. Ça se brasse, puis ça brasse partout. Ça pourrait tomber d'équerre. Mais c'est ça peut tomber d'équerre parce que la dynamique des événements et les rapports de force ont sensiblement changé depuis 6 mois. Puis ça progresse depuis un bon moment déjà. On a parlé cet hiver abondamment là, de la Ghouta orientale et de l'importance stratégique que cette zone-là revêtait. C'était juste les faubourgs de Damas. Ouais. À partir du moment où la Syrie a repris contrôle sur la Ghouta orientale, et puis on se souviendra que les États-Unis et la France et l'Angleterre étaient désespérés. Ils cherchaient par tous les moyens. Ils ont essayé de provoquer un incident chimique pour justifier les bombardements qu'ils ont faits. Les bombardements ont échoué. Ça a été... il s'en est passé des choses. Et à l'heure actuelle, il faut regarder la dynamique des événements. Il faut regarder le rapport de force qui en ressort et constater que ceux qui ont les meilleures cartes en poche à l'heure actuelle, c'est Bachar al-Assad, entre autres, et la Russie. Alors qu'il était fini, fait 2012-2013. Voilà. Il est enterré. Alors, je veux dire, c'est littéralement l'histoire du phénix qui renaît de ses cendres. Exact. Là, hein? Ouais. C'est spectaculaire comme remontée. Non, c'est... Hein? Les livres d'histoire, là, ça va être... Ça va être beau, ça va être intéressant à suivre, ça. Ouais. Parce que, bon... Puis, comprendre que au centre de ça, il y a le projet israélien, on y revient, c'est leur doctrine d'État, je peux rien, moi. Et puis, c'est cette quête-là d'un territoire plus large, OK, qui est le Grand Sion. Et puis ça suppose nettoyage des Palestiniens, ça suppose ramasser des morceaux d'État souverain, ça suppose un conflit. L'occupation du Golan permanente. Ça suppose, etc. Donc, au départ, les années 60, 70, ils dominaient complètement avec le levier américain, mais avec le temps... les autres joueurs, l'axe de résistance à ce projet-là a monté en puissance. Et ce qui est très intéressant dans les derniers jours, c'est de voir que les États-Unis, puis ça a toujours été leur stratégie. Quand ils voient qu'Israël commence à s'énerver et puis qu'ils sentent qu'ils sont sur le point de se faire
attiré dans un conflit, il dit, écoutez, on va essayer de régler ça autrement. On va vous armer. On va vous donner des armes. Et là, il y a un gros mouvement à l'heure actuelle aux États-Unis, au Congrès et au Sénat pour gonfler les budgets d'aide à Israël via de l'armement. Mais ça, c'est une façon pour les Américains de s'esquiver et de dire à Israël, si tu veux te battre, tu vas te battre tout seul parce que nous, on va te regarder faire, on va te fournir les armes, mais on ne s'impliquera pas. Puis, on comprend pourquoi ils ne veulent pas s'impliquer, parce qu'ils sont parfaitement conscients que si l'affaire sort d'un contrôle limité, c'est la confrontation immédiate avec la Russie et ça débouche sur un conflit nucléaire. Oui, mais même si c'était régional, de forte intensité, conventionnel, qui impliquerait juste les États-Unis puis l'Iran, les États-Unis les États-Unis veulent même pas affronter l'Iran. Parce que les autres, ils ont des capacités de nettoyer les bases américaines, couler les porte-avions, etc., puis bloquer la route du pétrole. Et les Américains savent très bien ils savent très bien que si l'Iran s'engage sur cette voie-là, elle va aller jusqu'au bout. Ben oui, c'est sûr. Donc, le prix à payer, c'est que vous ne perdez pas la guerre, mais le prix à payer, ça change tout. Puis là, il y aurait les Russes, eux autres, qui sont assis dans le fauteuil puis ils regardent le match. Ouais. Mort de rire. Qui reste sur le terrain, là, après? Voilà. Alors, donc, ils savent qu'ils peuvent pas... Ils ont fait leur compte. Les militaires américains ne sont pas fous. Hein? C'est pour ça qu'Assad a dit, il n'y a pas de compromis, on va libérer chaque pouce du territoire. C'est ça. Puis les Américains vont sortir d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Et puis, du côté de l'Irak, parce qu'ils ont une frontière commune, et puis les forces chiites, eux autres, ils ont dit les Américains vont devoir partir. OK? Et voilà. Puis l'élection qu'il y a eu... au Liban? Non, en Irak. En Irak, oui. Ça a amené au pouvoir, tu sais, un groupe religieux et en alliance avec le Parti communiste. Allez essayer de figurer ça. Qu'est-ce qui les unit? La détestation des États-Unis. La souveraineté à établir. Et le rétablissement de la souveraineté. C'est ça que c'est. Ah, oui. C'est ça. Alors, ça fait un beau comment dirais-je, un beau portrait. Oui. Donc, c'est à suivre. C'est pour ça que c'est calme, hein, sur le front. Oui. Alors, on va terminer sur un sujet qu'on n'aborde pas très souvent. Mais c'est celui de ce qui se passe à l'heure actuelle en Amérique centrale et en Amérique du Sud. OK? Et vous vous souviendrez qu'il y a quelques années, les États-Unis avaient perdu beaucoup d'influence, tant en Amérique centrale qu'en Amérique du Sud, et que, notamment parce que Chavez au Venezuela était en position de force, parce qu'il y avait un gouvernement en Argentine qui était de Mme Kirchner, qui était proche de Lula au Brésil, et puis qui était impliqué ou imbriqué, c'est le cas de le dire, dans le BRICS, hein, la fameuse alliance Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. OK? Alors, les Américains ont réussi progressivement en vertu de leur fameuse doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, ils se sont dit on ne peut pas laisser partir notre territoire comme ça, et ils ont repris le contrôle. Au Guatemala, San Salvador aussi, également. Et ils cherchent aussi à se débarrasser là, des fameux sandinistas au Nicaragua. Et récemment, ils sont en train là, de créer toutes sortes de conflits. De conflits. Ça va retourner à la violence. Autrement dit, là, ils sont dans une pleine tentative de régime change. Ils sont en train de faire exactement la même chose au Venezuela et ils cherchent à faire la même chose en Bolivie. Et ils sont parvenus à évincer, finalement,
En Équateur? En Équateur. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est ça qui menace la survie de Assange. Oui. OK? Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il était à l'ambassade d'Équateur à Londres. OK? Et que alors, la situation... S'il n'y a plus de protection diplomatique... La situation est très, très grave. Mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, que ce soit en Argentine pour des raisons économiques, au Brésil aussi également pour des raisons économiques, il y a comme un mouvement qui est en train de se lever contre, encore une fois, les États-Unis, pour les mêmes raisons, toujours les mêmes. Oui. Parce que le régime qu'ils cherchent à imposer ne correspond pas aux intérêts économiques ni des Argentins ni des Brésiliens. C'est un régime qui est finalement uniquement à la merci et à la solde et au service des États-Unis. C'est ça. Ce qui a évolué, c'est qu'avant, ils pouvaient réussir à s'imposer ce qu'ils appellent le soft power, mais là, ça devient de plus en plus brutal. Oui. Ouais. Parce qu'il y a d'autres forces économiques puis qui ont des influences qui apparaissent dans le décor et qui font une concurrence. Alors... Oui, en même temps, il faut s'inquiéter parce que il faut comprendre que plus les Américains vont se faire tasser, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou en Europe, plus ils vont être obligés de se replier sur leur précaré et sur l'Amérique du Sud. Et c'est l'Amérique du Sud, c'est clair, qui va y goûter. Ah oui, ça c'est une chose, mais aussi leur moyen d'action va être beaucoup plus brutal et puis on va voir apparaître exactement... la bête sur ses vrais traits. C'est ça, exactement ça. Okay. Bon, on va terminer là-dessus. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et qu'au moins on a réussi à vous intéresser, à susciter de la réflexion et à provoquer un engagement même au besoin. Ben oui, parce ça serait nécessaire. C'est ça, là. On est dans un match sérieux. Et puis, justement, ceux qui aident à passer le message, comme André Pitt et d'autres, Vigile, tout ça, si vous avez quelques moyens, vous pouvez faire une petite contribution. C'est important parce que ça aide à maintenir la lutte. Parce qu'il faut monter au front. Là. On ne peut pas être spectateur. Là. Non, surtout que finalement, on est rendu dans un combat existentiel. Ben oui. OK? C'est ou bien on le gagne, ou bien on disparaît. Ben oui, c'est ça. Ça va s'accélérer d'ailleurs. Oui. OK. Alors, voilà, merci beaucoup. On vous rappelle que c'était l'édition du mercredi 6 juin 2018 de Point de bascule. Jean-Claude, je te remercie d'avoir été présent ce soir. Merci à André pour d'avoir supervisé tout ça et puis de nous avoir pour la mise en onde. Ah ouais, enfin, pas en onde, mais la mise en ligne. OK? On est rendu dans les nouvelles technologies. Et puis, on vous souhaite une bonne semaine et on souhaite vous revoir la semaine prochaine. Salut.